mais il n'y a pas que Kabila ne crée pas un discours quand même de la paix. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas que Kabila dans ce pays. Il y a les Congolais. Parlons des Congolais. Pourquoi parler des hommes? Pourquoi citer les noms des gens? Il n'y a pas que Kabila dans ce pays. Les politiciens, oui, plusieurs sont frustrés. Oui, non, je suis parfaitement d'accord, mais moi je suis contre de ne mettre avant que Kabila ou Félix. Nous aussi, nous sommes là. Pourquoi ne pas dire, ben Marie-Josée, elle est là, elle a décidé ça. Kabila aussi a géré, 18 ans, on a vu aussi sa gestion, c'est bon là. On ne va pas encore revenir dans le passé. Ça, c'est un autre combat politique. Nous parlons d'une préoccupation réelle par rapport au Congo. On est en train de nous voler notre pays. Alors, continuer dans des débats, dans des discussions qui ne nous apporteront rien, je ne pense pas qu'on pourra avancer. On nous vole le pays parce qu'il y a un leadership faible selon les opposants. Bon, on peut utiliser les mots qu'on veut. Il y a à boire et à manger. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne cherchais pas à m'attaquer aux hommes politiques proprement dites. Je ne veux pas ce débat-là. Moi, j'ai un débat responsable. Il y a un ça ne va pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un ça ne va pas. Et ce ça ne va pas, c'est depuis Mobutu, Kabila, on arrive à Tshisekedi. Il y a un ça ne va pas. Alors, prenons le courage de nous mettre ensemble. Allons-y, mettons-nous ensemble, réfléchissons. L'urgence, c'est d'arrêter cette guerre-là. L'urgence, c'est de réfléchir, comme je vous ai dit. À une nouvelle, moi, je veux une nouvelle... Moi, personnellement, je ne parle pas de révision. Moi, je parle d'une nouvelle constitution. C'est mon combat depuis 2018. Il faut changer la constitution. Tôt ou tard, mais pas brutalement, je vous ai dit tout à l'heure. Il faut la... Mais il est libre. Je ne suis pas Ferdinand, moi, je suis Marie-Josée. Okay. Donc, il est libre. Alors, moi, j'ai dit que pour aller à une nouvelle constitution, pour moi, c'est un processus. On ne peut pas aller à une nouvelle constitution du jour au lendemain, parce que pour moi, ce n'est pas la solution. Pour moi, la solution, c'est qu'il faut qu'il y ait une participation citoyenne. Il faut que le Congolais puisse se saisir de cette occasion-là pour que nous puissions redevenir unis. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, le changement de la Constitution, on doit y arriver, parce que je vous ai bien dit que c'est l'état d'esprit qui a donné naissance à cette Constitution-là. De la même manière, l'état d'esprit qui avait donné naissance... Cette Constitution n'est pas que l'affaire des juristes. Ce n'est pas que l'affaire des philosophes. Non, mais alors, on est dans quoi? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous voulons être un État sans constitution. Lorsqu'on dit ici que non, l'état d'esprit de l'époque où on a rédigé, c'était quel état d'esprit? Tout le monde voulait la réunification du pays. Tout le monde voulait qu'il y ait un gouvernement. On dit qu'il y avait les hommes forts, chacun voulait tirer. Tout le monde voulait les de son côté. Les gouvernants qui seront là, cette fois-ci, ce soit dans un état de droit où aucun gouvernant ne sera au-dessus de la loi. Mais ça tourne pas des hommes invisibles, les forces invisibles qui étaient derrière. Ils sont déjà deux. Constitution. Ils sont déjà deux contre moi. Et je sais que tu as déjà tendance là à arracher vite la parole. Continuez à parler. Hein, Delphin? Nous voulons quoi? Que la République n'ait plus de constitution, c'est ça. On dit que c'est l'affaire des juristes. C'est depuis quand que c'est l'affaire des juristes? C'est depuis quand? On a fait, madame pense bien en disant qu'il faut encore réfléchir. Mais lui, il ne voit pas les choses dans l'immédiateté. Les gens ont fait ici 6 ans dans le Rwanda. L'intangibilité du territoire national ne doit pas être dans les matières intangibles. L'intangibilité. Parce que, à mon entendement, l'intangibilité doit concerner ce qui touche la nature et la structure de l'État en tant que nation. Alors, moi je ne sais pas, donner au président de la République 2 ans, 1 an, 10 ans, ou je ne sais pas combien, 5 ans, est-ce que ça touche à la nature, à l'option démocratique de notre pays qui est fondamentale, et à l'organisation républicaine de l'État? Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Selon moi, l'état d'esprit qui a créé cette constitution-là, il l'a dit tout à l'heure et je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est un état d'esprit qui a dû calmer les ardeurs des hommes forts. Et donc c'est ça qui a donné naissance à cette constitution-là. Elle n'est peut-être pas mauvaise. Il y a des lois qui sont applicables, qui sont bien. Mais le problème, c'est l'état d'esprit du législateur derrière. C'est tout ce qu'on dit. Donc on doit interpréter une loi. Quel était l'état d'esprit du législateur? Et moi je dis quel était l'état d'esprit lorsque on a créé cette constitution-là. Donc ça n'a pas été fait pour l'intérêt du peuple congolais. Vous voyez, on est dans le désordre en permanence, on la viole matin, midi, soir. Alors moi je dis que nous devons aller... Mais l'actuel régime viole cette constitution. Je dis les Congolais de manière générale. Donc je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je vous dis pourquoi je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Parce que je ne veux pas qu'on soit dans la polémique. La situation est tellement grave. L'insécurité à l'Est, la misère. Il y a trop de problèmes pour que
on perd notre temps dans de grands discours intellectuels, alors qu'il y a une réalité qui est là. Le peuple meurt de faim, le peuple, ça ne va pas. Et cela, je le dis bien, depuis la fin du règne de Mobutu. Donc, moi, je voudrais dire au président Félix Tshisekedi, pourquoi voulez-vous ramasser tous les problèmes de tout le monde et croire que en un mandat, vous allez le résoudre? Moi, je ne pense pas. Parce que c'est le problème de Mobutu. La guerre à l'Est a commencé avec Mobutu. Hein. Après, l'AFDEL s'est rajouté là-dedans. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui au président Félix Tshisekedi. Distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes très nombreux. Vous attendez votre programme, le programme de 10e rue télévision, votre émission au centre, un grand plateau spécial avec les têtes bien faites de la République. On vous avait annoncé la présence de Madame Marie-Josée Ifoku. Elle était candidate à aux élections de 2018 comme candidate présidente de la République. Également en 2023, elle avait aussi déposé sa candidature comme candidate présidente de la République. Et sur ces plateaux, nous avons aussi la présence de monsieur l'ambassadeur Aléa Tundu, qui était également dans notre affiche. Lui qui est une bibliothèque pour la République démocratique du Congo, il est de l'Union sacrée. Monsieur l'ambassadeur Aléa Tundu, soyez le bienvenu. Voilà, et de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Ferdinand Comberet, ancien ministre, aussi ancien député national. Il est également secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabongé. Excellence, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir Delphin. Voilà, dans quelques minutes, il y aura la présence de Madame Marie-Josée Ifoku et de l'autre côté, l'archevêque, voulais-je dire, l'archevêque Dodo Kamba, qui va faire également son entrée dans quelques minutes. La thématique avec vous, nous allons parler d'un sujet important. 64 ans après l'indépendance, la classe politique congolaise est-elle improductive? On en parle sur ces plateaux. Mais d'entrée des jeux, je préfère commencer par monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. 64 ans après, pensez-vous que la République démocratique du Congo est déjà mature? Le jugement lapidaire du titre de l'émission me semble excessif. 64 ans après, il n'est pas possible qu'on ait échoué. Il n'est pas possible. Sur le plan économique, on ne peut pas nier qu'il y a eu des infrastructures et que le Congo de 1960 n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Nous avons des grandes infrastructures, Inga Chaba, nous avons les Mobaï, sur l'ensemble de la République, de nouveaux aéroports. Sur le plan d'infrastructures économiques, eh bien, au moins là, la classe politique n'a pas chômé.
Sur le plan de la valorisation du cadre congolais, je crois que c'est le plus grand travail fait par la classe politique. Toutes les entreprises congolaises aujourd'hui sautent aux mains et en grande partie aux mains des nationaux. Vous vous rendez compte des gigantesques machines comme la GECAMIN, ou bien le port de Matadi, l'aéroport de Ndjili, c'est géré par des fils de ce pays. Les avions, oui. Donc c'est un grand travail que nous ne pouvons pas sous-estimer. Sur le plan culturel, il y a des infrastructures. Il y a les stades, il y a le nouvel institut qu'on vient d'ouvrir en face du Palais du Peuple, etc. Et donc, si tout n'a pas été fait et parfait, en tout cas, la classe politique a marqué au moins de son empreinte ces 64 ans d'indépendance. Merci. Alors, la même question à l'excellence Ferdinand Cambéré. Je précise que c'est l'ancien ministre et aussi ancien député national, secrétaire général adjoint du PPRD. Appelez-moi Ferdinand. Voilà, Ferdinand Cambéré. La même question à vous. Aujourd'hui, la RDC peut se dire que 64 ans après, je suis un grand ingénieur dans l'Afrique centrale. Bon, j'avoue que moi-même, je ne saurais pas nager dans cette thématique qui est aussi vaste. Au début, vous sembliez poser la question par rapport à la maturité politique de la classe politique. La classe politique congolaise est-elle improductive 64 ans après? Mais la première question d'abord, est-ce que la RDC est un pays mature 64 ans après d'abord? Oui, parce que tout dépend de sa classe politique, de la qualité de la classe politique qu'elle a présentée pendant tous ces temps. Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir aujourd'hui une classe politique qui a su répondre aux attentes de la population? Je dirais non. Je dirais non, parce que des Kassavubu, lorsque vous voyez ce premier gouvernement, les conflits qu'il y avait, finalement, ces conflits, bien qu'on a débuté avec la loi fondamentale qui a été votée par le Parlement belge, on a mis en place des institutions. Bon, pas toutes, parce qu'il y avait par exemple la Cour constitutionnelle qui continue à fonctionner toujours en Belgique, et qu'à 64 déjà, nous avons eu quand même la première constitution, que tout le monde s'était félicité de l'avoir, mais qui déjà à 65, il y a eu un coup d'État. À 67, il y avait une nouvelle constitution qui a inauguré une dictature qui a fait plus de 32 ans. Et de ça, on sait ce qui est arrivé avec ce qu'il y avait comme conférence nationale, qui, les gens réunis au Palais du Peuple ici, vous savez, les gens ont fait plus ou moins 6 ans en train de débattre sans trouver une issue. On n'a pas été en tout cas capable de proposer une constitution qui pouvait être promulguée. Nous avons été surpris à Kinshasa par l'avènement Afdel. Nous est arrivé, lui aussi vite assassiné. Et que donc c'est avec la transition avec le roi Joseph Kabila Kabange qui, après Sun City, finalement, on a la première constitution qui est mise à l'épreuve pour moi par la gouvernance qui s'est dit aujourd'hui. Parce que tous les débats que nous rencontrons dans les médias, c'est ça, la tentation déjà de réviser des dispositions qui sont censées être tangibles, intangibles, et que à cela, ça fait peur. Ça fait peur pour me dire, est-ce qu'on a tiré des leçons du passé?
les 64 là, est-ce que nous avons tiré les leçons de toutes les crises récurrentes telles que c'est décrit dans l'exposé des motifs de cette Constitution? On veut la changer. Au moins, elle a fait son épreuve de nous donner la première alternance pacifique, mais malheureusement qui n'a pas été accompagnée d'alternatives parce que nous sommes dans la crise Delphin. On voit bien que même ceux qui sont allés aux élections seuls, pour se tailler des postes seuls, sans l'opposition, en tout cas nous n'étions pas. Mais regardez leurs partis politiques. À l'IDPS, parti au pouvoir, sont déchirés. Bon, à l'Union sacrée, chacun a son discours. Bon, le chef de l'État, tantôt, quand il arrive à Belgique, non, cette constitution, elle est déjà obsolète. Il faut la remplacer. Et bon, et puis ça continue. Des discours, des déclarations de ce genre-là. Est-ce que nous pouvons nous féliciter d'une certaine maturité de la classe politique aujourd'hui? Je dis non. Okay. Alors, je veux revenir vers vous, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou. C'est vrai, vous avez traversé les époques, vous avez géré avec le maréchal Mobutu, aussi avec Kabila aujourd'hui, avec Tshisekedi. Mais est-ce, monsieur Ferdinand a raison, qu'il y a un manque de la maturité de la classe politique congolaise? À chaque régime, il y a toujours tentative de changer la constitution. Est-ce l'immaturité de la classe politique congolaise? Lorsque nous analysons les 64 ans d'indépendance, nous remarquons qu'à chaque époque, ces défis. Et à chaque époque, des personnes de la classe politique pour faire face à ces défis. Nous avons eu 60 jusqu'à 65. Il y avait les sécessions, les rébellions, etc. Mais le président Kasavubu et d'autres ont résisté à cela. Qui était l'artisan, on va dire, de la sécession katangaise. Lorsqu'il fut nommé Premier ministre, il n'a pas décrété la sécession ou la séparation du Katanga. Il a œuvré pour l'unité de notre pays. Et déjà à l'époque, il avait perçu le danger d'une certaine influence étrangère, au point qu'il avait pris la décision, je crois que c'était par un décret présidentiel, de expulser les Congolais, les Maliens, je crois les Angolais, il y avait à peu près 4. Après, Mobutu est arrivé. Face aux convoitises extérieures, la classe politique s'est levée sous une forme ad hoc. Elle s'est battue pour l'indépendance économique, pour la valorisation de la personnalité du Congolais à travers le recours à l'authenticité. Ce danger, nous n'avons pas été engloutis par les convoitises extérieures ni par les pressions extérieures. Mouzé est arrivé, il s'est rendu compte de la même réalité, il s'est révolté contre ceux qui l'avaient amené au pouvoir et qui voulaient de ce fait la servir. Il a été assassiné pour cet élan patriotique. Le président Joseph Kabila est arrivé, il a continué sur la même lancée, il s'est battu pour que le Congo ne sombre pas. Le président Tshisekedi est arrivé, il se bat pour que le Congo ne disparaisse pas, qu'il ne sombre pas, qu'il se mette debout, qu'il soit une voix audible dans le concert des nations. Lorsqu'on voit tout cela,
on va dire que globalement, la classe politique a manifesté une grande maturité face aux défis, face aux enjeux. Quand je dis dans sa grande maturité, il y a malheureusement des cas déplorables, des traîtres à la nation, qu'aujourd'hui, des Congolais puissent non seulement avoir partie liée avec l'agresseur, mais puissent offrir un habit à l'agresseur. C'est un acte qui doit nous faire réfléchir sur la nécessité d'approfondir l'éducation, l'esprit civique et le patriotisme des nôtres, quels que soient les problèmes. C'est ici que nous allons les résoudre. Nos paradoxes, nos contradictions doivent trouver une solution dans notre Constitution. Ok. Alors, M. Ferdinand Comberet, une question directe. Changer la Constitution, est-ce un péché de la classe politique congolaise, ou quand on change la Constitution, c'est pour adapter cette Constitution aux problèmes réels du temps? Est-ce un péché? Delphin, tu vois, les juristes ne blaguent pas avec les mots, les concepts. Changer de constitution, ça a sa signification. Et vous ne lirez nulle part dans la Constitution où il est écrit que lorsqu'on veut changer la Constitution, voici la procédure. Vous savez, Delphin, une Constitution, en réalité, pour ses valeurs axiologiques, c'est d'abord un acte symbolique. Ok. De haut niveau pour une nation. Et comme au moins pour les États qui naissent, je peux appeler ça comme un acte de naissance délivré par l'autorité civile. La Constitution a ses symboles de venir souvent, parce qu'elle est rédigée souvent au début ou à la naissance ou à la création d'un État, et ça devient comme un acte de naissance qui les fait naître dans la société internationale. C'est comme ça que vous verrez que l'État est symbolisé par son drapeau, sa monnaie, et qu'il y a aussi la Constitution. On peut donc appeler par cette valeur symbolique que porte la Constitution comme un acte fondateur d'un État, d'une nation. Bon, mais il arrive aussi que dans la vie d'une nation, il y ait des événements imprévisibles que vous ne savez pas prévenir dans la Constitution. Et ces événements arrivent, par exemple, lorsque il y a de nouveaux maîtres qui veulent signer l'acte de la fondation d'un nouveau régime. Et par ça aussi, ça toujours se passe par justement l'élaboration d'une constitution, parce que cela veut marquer une rupture avec un régime qui est passé et comme nouveaux venus qui doivent essayer de montrer que nous commençons une nouvelle ère pour la vie de la nation. Et donc, ça aussi, ça peut s'appeler une constitution comme un acte fondateur d'un nouveau régime. Alors vous me demandez aujourd'hui le débat des changements de constitution qu'a commencé le président Félix au mois de mai, je crois, en Belgique. Parce que c'est lui qui a lancé l'idée. Jusqu'à traiter cette constitution d'obsolète, alors que c'est lui le président de la République. Alors qu'en janvier, il venait de prêter serment sur base de cette constitution. Alors que j'entends les gens dire
nous sommes souverains, l'article 5 reconnaît la souveraineté au peuple, et donc comme il a voté au référendum, on peut encore revenir au référendum, voter une autre constitution. Non. Alors on ne comprend pas ce que c'est qu'une constitution. C'est souverainement que ce même peuple a limité son propre pouvoir de souverain en s'interdisant à l'article 218 de ne réviser cette constitution. Et les institutions, il y a la présidence, il y a le gouvernement, il y a le parlement, il y a une portion de la population, 100 000, une pétition de 100 000, qui sont des initiatives qui peuvent être soumises au parlement. Bonsoir, désolé. Des institutions, des initiatives donc du gouvernement, ça peut être du gouvernement, du président, qui peuvent être soumises au parlement comme... En tout cas, c'est bien décrit au niveau de l'article 218. Donc, alors que vous êtes le président de la République qui avait prêté serment sur fond de cette constitution, comment imaginer qu'après avoir prêté serment, 5 mois après, 3 mois après, vous-même, sans penser, se remettre en cause. Sinon, le pouvoir que vous avez en cause, vous parlez des changements de constitution. On peut accepter que vous parliez de révision, oui. Mais des changements, ça signifie, il y a donc une rupture. Ça signifie, vous vous remettez vous-même en cause en tant qu'institution. Ça signifie, toutes ces autres institutions, si l'idée sera de toucher à l'article verrouillé, qui a verrouillé plus ou moins 8 matières, l'article 220, ça signifie qu'ils se remettent en cause. Et même, ça signifie qu'ils font la rébellion contre les institutions. Et contre cette même constitution. Alors comment imaginer quelle sera leur place? Notre constitution, on dit toujours qu'elle est bonne. Il y a des professeurs, des constitutionnalistes qui l'ont dit hier. Je ne sais pas si aujourd'hui, parce qu'ils sont alignés. Vous parlez de professeur Mbata qui avait dit c'était l'une des meilleures constitutions. Il n'y a pas que lui. Parce qu'en réalité, comme je viens de vous donner, déjà sa valeur symbolique en tant qu'acte fondateur d'une nation, s'il y avait rupture brutale, par exemple à l'avènement des musées, par exemple lorsque... Là, on peut accepter l'approche de la rédaction d'une nouvelle constitution. Mais il n'y a pas que ça comme valeur, il y a aussi la valeur philosophique d'une constitution. Merci. Je voudrais simplement terminer 5 secondes. Parce que la valeur philosophique d'une constitution se résumée aussi dans ce qu'on appelle un état de droit. Ça signifie aussi que donc dans la constitution, vous acceptez que nous ne parlerons plus des pouvoirs illimités. Et maintenant la constitution là, qui a déjà aussi cette valeur philosophique en limitant le nombre de mandats et la durée des mandats, on veut la revoir parce qu'elle va faire quoi? Sur le plan de ces systèmes juridiques aussi qu'il a construit pour l'organisation du pouvoir, ainsi de suite. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci. On peut avoir quelques handicaps, mais souvent la solution c'est plutôt dans les lois de mise en œuvre. Je l'ai dit toujours et je continuerai à le dire. Merci M. Ferdinand Kambere, ancien ministre et ancien député national, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher Joseph Kabila, la voix du parti. Alors, j'avais annoncé la présence de Madame Marie-Josée Ifoku, elle est présidente de AENC. Elle était candidate à l'élection présidentielle de 2018 aussi, l'élection présidentielle de 2023. Nous allons l'accorder la parole d'un moment à l'autre, mais quand même, monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, en écoutant monsieur Ferdinand Kambere, j'ai l'impression que vous, l'Union sacrée, vous voulez charcuter l'ordre constitutionnel, vous voulez violer cette constitution, parce que le moment n'est pas favorable pour que vous puissiez la changer, mais encore la réviser. Et est-ce alors où il a dit vrai? En écoutant le professeur Kambere,
Je ne le suis pas encore, je ne suis qu'un apprenant. Je sais Pour que c'est moi. les souhaits. Pour moi, je vous le souhaite. Je ne peux pas m'empêcher de m'étonner. D'abord, il a dit que pour les juristes, les mots ont une grande importance et combien a-t-il raison? Mais lorsqu'on parle d'une rébellion contre la Constitution, parce que, en tout état de cause, le chef de l'État a dit qu'il faut penser à cela. Mais étouffer la pensée, c'est étouffer la parole. Étouffer la parole, c'est étouffer la liberté. Étouffer la liberté, c'est un crime odieux contre la démocratie. Il faut laisser la liberté aux gens de penser, de parler, de s'exprimer. Ça, c'est un. Le deuxième étonnement, c'est qu'on dirait que changer de constitution de façon pacifique, c'est la première fois. Que non. La constitution de 64, il n'y a pas eu de coup d'État en 64. Donc, c'est une opération tout à fait normale dans la vie d'une nation. Alors, maintenant, la Constitution, il a parlé de la valeur axiologique, je dirais plutôt sur le plan philosophique. La Constitution, qu'est-ce? Ce n'est pas une affaire de juriste. Non, ce n'est pas une affaire de constitutionnaliste. C'est d'abord une affaire de nous, le peuple, les observateurs attitrés, c'est-à-dire les écrivains, les philosophes, les théologiens, les hommes de Dieu, les anthropologues, etc. Et les juristes ont pour tâche d'agencer nos aspirations et nos appréhensions, d'agencer nos craintes et nos espérances. Parce que la Constitution, c'est d'abord une vue du citoyen sur son pays et sur la marche de son pays. Et donc, dans le cas d'espèce, il serait dangereux d'ignorer la partie de l'opinion de plus en plus grande qui ne croit plus en l'esprit de cette Constitution comme notre esprit. Cette Constitution est fondée et se réfère d'ailleurs à l'accord global et inclusif. Or, pour tout homme qui a été à Sun City, on sait que l'accord global et inclusif est l'œuvre des personnes cachées. L'œuvre Des personnes cachées. Ok. D'une part, le Rwanda, l'Ouganda et l'Union européenne. Le RCD, c'était le Rwanda, l'Ouganda, le MSC, c'était l'Ouganda, et du côté de Kinshasa, c'était des Européens qui donnaient des conseils. Alors, à l'analyse ou à la lumière de ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la trame de notre situation aujourd'hui, de guerre à répétition et de trahison, cette trame a été inscrite déjà dans la Constitution. Parce que ce n'était pas notre aspiration. Notre aspiration, c'est l'unité. Notre aspiration, c'est le développement du pays, c'est la cohésion. Alors, lorsque une partie de l'opinion pense qu'il faut revoir la Constitution ou créer ou écrire une autre Constitution sur base du fait que l'âme n'est pas congolaise, on ne peut pas leur en vouloir. Lorsque le professeur parle des articles intangibles, 220. oui, le principe d'intangibilité doit être d'application. Mais les matières intangibles doivent être revisitées. Pourquoi?
nous souffrons aujourd'hui du risque de la partition de notre pays, ou même de la confiscation d'une petite partie de notre pays par le Rwanda. L'intangibilité du territoire national ne doit pas être dans les matières intangibles. L'intangibilité. Parce que, à mon entendement, l'intangibilité doit concerner ce qui touche la nature et la structure de l'État en tant que nation. Alors, moi je ne sais pas, donner au président de la République 2 ans, 1 an, 10 ans, ou je ne sais pas combien, 5 ans, est-ce que ça touche à la nature, à l'option démocratique de notre pays qui est fondamentale, et à l'organisation républicaine de l'État? Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Merci, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou. Madame Marie-Josée, il faut que je précise que vous étiez candidate à la présidence de la République de 2018 et 2023. Vous êtes initiatrice d'une philosophie, la combolisation, je ne sais pas si c'est ça. Madame Marie-Josée, le sujet d'aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, la classe politique congolaise est-elle improductive? La première question que j'avais posée à mes invités, est-ce cette classe politique, elle est mature ou pas? Et la deuxième question, pourquoi chaque régime veut toujours le changement de la Constitution? À qui profitent ces changements? Bonjour à tout le monde d'abord, je m'excuse pour le retard. Et je dois vous avouer que je me réjouis de me retrouver sur ce plateau devant ces éminents professeurs, ambassadeurs. Et nous, au centre de cela, pour nous, c'est vraiment répondre à cette préoccupation. Je pense que j'irai directement à la deuxième question qui répondra automatiquement à la première. Je me réjouis de cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre combat. La rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Ça a été notre combat, ça a été notre sujet de campagne, raison pour laquelle nous ne cessons de nous lever, malgré que nous sommes conscients que ça ne sera pas facile pour y arriver, mais nous n'avons pas baissé les bras parce que la préoccupation que vous avez, en fait, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes entrés en politique. Nous avons réfléchi avant d'entrer en politique. Nous avons regardé la société congolaise, la scène politique congolaise, et nous nous sommes posé tant de questions. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi n'y a-t-il pas réellement un décollage depuis l'indépendance? Parce que c'est ça votre préoccupation. Et nous nous sommes posé cette question-là avant d'entrer dans ce combat politique. Et c'est ainsi qu'en vous résumant rapidement notre vision de la rupture du système de prédation par la combolisation, qui est le ballet africain, le ballet congolais qui est combo, nous pourrons aller à du nouveau. Donc, ça touche automatiquement la Constitution. Okay? Donc, qui parle nouveau, qui parle renaissance. J'ai entendu tout à l'heure l'ambassadeur dire qu'en 64, Mobutu avait changé la Constitution. En 67, hein? C'était en 67 qu'il avait changé il avait changé la Constitution. Mais en 2006 aussi, il y a eu une nouvelle Constitution avec Kabila. Donc, ce sont des formes de renaissance. OK? Alors, nous avons tout simplement compris que, en fait, tout vient du départ. Tout vient de la première naissance. Le Congo a connu une première naissance, l'État indépendant du Congo. C'est là que nous avons commencé à exister comme un État. C'est là que nous avons commencé à exister comme un pays, comme une nation. Mais qui a donné naissance à ce pays-là, à cet État-là? Ce n'était pas nous. Je crois que l'histoire, tout le monde la connaît. Ça vient de la conférence de Berlin, jusqu'à ce que notre mère, Léopold II, donnera naissance. Je dis toujours le père, c'est la conférence de Berlin. La mère, c'est le roi Léopold II. Et c'est ainsi que le Congo naît, l'État indépendant du Congo. Moi, je dis toujours, l'état d'esprit qui a donné naissance à cet État, c'est l'état d'esprit de prédation. C'est pour ça que je parle toujours de la rupture du système de prédation. Donc, la prédation dont je parle vient de la première naissance. Et malheureusement, malgré l'indépendance, en 1960, cet état d'esprit de prédation s'est perpétré à travers nos dirigeants. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, en 2024, et donc depuis 1960, aujourd'hui, ça fait 64 ans.
Est-ce que le problème, c'est ceux nos politiciens qui n'ont pas atteint une certaine maturité? Moi, je tournerai plus autour de cela parce que c'est ça la vraie question. Vous avez posé la vraie question parce que, selon notre compréhension, il y a eu un problème de maturité, selon notre compréhension. Il y a eu la naissance d'un État, il y a eu un combat, il y a eu une révolution de la part du peuple congolais en 1959. C'est ainsi qu'il y a eu une négociation de la naissance, enfin de la liberté que nous avons eue à travers, comment dire, l'indépendance. Mais ça ne s'arrêtait pas à ça. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance, vous ne pouvez pas avoir l'espace politique sans avoir l'espace économique. Donc, il faut se donner les moyens de sa politique. Et c'est de là que tout part, parce que nous avons eu des politiciens qui ont voulu copier ce qui existait, le pouvoir qui existait en place, et ils n'ont pris que la tête de l'iceberg. Mais toute la partie d'en bas, qui est la responsabilité, qui est l'objectif, la raison d'être de cet État-là, ils n'ont pas travaillé sur ça. Ils ont juste pris le pouvoir pour le pouvoir. C'est ainsi que vous verrez que le Congolais, de manière générale, rêve de la politique. Il n'y a plus rien dans notre État. Nous avons atteint un niveau où la jeunesse, tout le monde veut aller en politique. Pour quelle raison? Alors que la politique, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes congolais. Depuis 1960, combien de routes il y a eu depuis 1960? Si c'est né les routes de l'époque de Belges, qui en ont fait plus que nous, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y a eu une réelle infrastructure pour permettre le développement? Mais chaque régime a apporté un plus. Je me rappelle, à l'époque de Joseph Kabila, qui nous a parlé de 5 chantiers et la révolution de la modernité. Donc, chaque président a amené son apport. Définitivement, chaque régime a eu à emmener son apport. OK? Même on peut retourner. Moi, je parle toujours de Kasavubu, mon préféré, qui a eu l'intégrité, une bonne gestion de la cité. Mais Mobutu est venu avec la cohésion nationale. Kabila, père, ne pas trahir le Congo. Kabila, Joseph, les 5 chantiers, comme vous le dites. Félix, et la passion du Congo. Et la passion du Congo. Et la passion du Congo. Pas du Congolais, mais du Congo. Bon, c'est une question que je pose. Et Félix Tshisekedi qui nous parle du peuple d'abord. Donc, quelque part, chacun a ce souci-là, a cette préoccupation-là, chaque régime, de vouloir apporter un réel changement. Mais le problème, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est fait superficiellement. C'est pour ça que nous parlons, nous devons aller à une renaissance. Nous devons aller à quelque chose de nouveau. Vous me poserez la question, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu de renaissance. 67, là, dernièrement encore en 2006, et les périodes transitoires que nous avons connues. Oui, c'était des formes de renaissance, si vous voulez, mais il n'y a pas eu un travail de profondeur. Et donc, en résumant notre vision de la combolisation, pourquoi nous devons aller à la renaissance? Nous devons passer d'abord par un processus que j'appelle la combolisation. Dans la combolisation, il y a 7 points. Les 4 premiers points, en fait, travaillent sur l'homme congolais. Parce que le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Quand je parle de l'homme, c'est le grand H. Le capital humain. Oui, le capital humain. C'est ça le problème du Congo. Okay. Donc c'est ça. Dans les 4 premiers points de la combolisation, parle du premier point qui est une prise de conscience tout simplement de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est que une fois qu'on a pris conscience, on commence à conscientiser, sensibiliser le peuple congolais. Il y a un ça ne va pas. Nous sommes perdus quelque part. Le troisième point, c'est le prolongement de soi. Nous voulons comprendre tous ces politiciens-là, depuis l'époque Kasavubu jusqu'à aujourd'hui, que quelque part, peut-être qu'ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir sur cette question-là. Alors, nous devons aller dans l'amour, dans le pardon, dans la cohésion nationale, justement. Et le 4e point, c'est l'unité dans la diversité. C'est ça le balai. L'unité dans la diversité. Juste pour dire que chaque tige représente un Congolais. Et vous verrez qu'il y a plusieurs tailles. Il y a des courtes, il y a des petites, il y a des grosses, il y a des épaisses. Mais tout ça, c'est le Congolais qui est l'unité dans la diversité. Donc, une fois que le travail est fait sur le Congolais, de manière générale, surtout l'élite bien sûr, donc le politicien en premier, alors ça devient plus facile d'aller donner naissance à un nouvel État. Parce qu'on aura les 3 derniers points qui vont travailler sur le nettoyage de l'État. Parce que nous avons des institutions peut-être qui ne nous servent pas. Donc, bref, après les 3 points, le 7e point, ça sera la renaissance de la RDC. Donc, pour nous, aller à une renaissance, il faut faire un travail d'abord entre nous, d'abord, de nettoyage entre nous, et ainsi, petit à petit, nous pourrons cheminer vers une nouvelle république. Merci, Madame Marie-Josée Foucault. Monsieur Ferdinand Kambere, est-ce cette proposition qui semble être comme une solution à la crise, au problème de la classe politique congolaise, pensez-vous qu'elle est efficace? Non, ça dit que... D'abord, je salue parce que c'est la première fois que j'ai rencontré madame, mais je la suis. Félicitations et courage. Merci. L'approche de madame, c'est ce que nous appelons le vetting. Elle rentre comme pilier dans la justice transitionnelle.
Et là, il faut rencontrer le grand professeur Luzolo qui parle souvent de la justice transitionnelle, où en réalité, l'impunité a pris les rênes. Les détournés, les gaffeurs, les criminels. Je crois que c'est le président Emmanuel qui a encore fait une reproche. Où nous continuons à utiliser ceux-là qui commettent des infractions ou qui ont commis des crimes. Et les gens continuent à utiliser ça comme des valeurs. Vous appartenez à des groupes armés, vous avez des groupes armés, mais en réalité, pour vos intérêts, pour faire votre campagne, des mouvements qui créent des désordres, et à la fin, on est récompensé. Je crois que c'est tel que j'ai compris. Il faudra qu'on soit élevé jusqu'à ce niveau-là. Et ça, c'est la justice qui doit faire son travail. Mais ici, je rentre sur la question de l'ambassadeur. Il dit, j'ai parlé de la rébellion. Lorsqu'on est animateur, on est gouvernant. On ne peut pas faire la rébellion contre les propres institutions dans lesquelles on est. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, monsieur le professeur. C'est cette constitution elle-même. Lorsque déjà, dans l'article 1er de notre constitution, nous acceptons que la RDC soit un état de droit, c'est ça la valeur axiologique, philosophique, où un état et les dirigeants acceptent d'être limités dans les pouvoirs qu'ils ont, par le droit, qui doit dire son dernier mot. Tout puissant soit-il, l'État soit-il, il est aussi limité dans ses actions par des bornes. C'est ça un État de droit. Et non plus un régime des intouchables, encore une fois le professeur Lujo. Plus des régimes des intouchables. Ça c'est la valeur philosophique. Et vous pouvez interroger le professeur Philippe Ardant, il va détailler. Ce n'est pas ce que vous avez dit là. La valeur philosophique d'une constitution, c'est lorsqu'un État accepte d'être limité, lorsque les dirigeants eux aussi acceptent que leur pouvoir de temps à temps soit limité par le droit tel que c'est inscrit. Et là, nous avons un article 220 qui a déjà limité le pouvoir des dirigeants, par exemple les mandats. Et déjà l'ambassadeur, il dit, heureusement qu'il a dit que ce n'était que pour réfléchir. Et moi, je n'ai pas dit autre chose. Moi, j'ai simplement fait observer que la Constitution a prévu des infractions. La rébellion, c'est une infraction, c'est l'ambassadeur. Je ne vous apprends rien. Non, c'est pas nous. Et cette Constitution ici, c'est elle qui parle des infractions politiques, des infractions de haute trahison. Vous avez tant parlé des traîtres. Mais ici, lorsqu'on envisage ce genre d'infractions, quand vous lisez article 165, 167, 164, c'est contre le président, contre le premier ministre, ainsi que les co-auteurs et les complices. Il ne faut pas que nous croyions que nous inventons. Non, on n'invente pas. C'est donc des bornes constitutionnelles qui ont été mises là-bas parce que nous voulions nous valoriser cette valeur philosophique d'une constitution qui est un état de droit, c'est-à-dire un état où les dirigeants vont accepter et aussi d'être limités. Et ici, le mandat est déjà limité à 2, le nombre de mandats, et la durée, c'est 5 ans. Lorsque vous êtes dans ce pouvoir-là et que vous avez prêté serment, c'est là que l'article 164 parle de l'infraction de haute trahison. C'est plus grave que la rébellion. C'est plus grave. C'est une haute trahison. Et que c'est donc à cela que j'étais en train de dire que le changement de la Constitution, ce n'est pas une matière qui est dans cette Constitution. Dès que vous commencez à réfléchir, vous êtes en dehors de la Constitution. Mais la révision est prévue dans la Constitution. La révision est prévue, c'est l'article, c'est le titre 7. C'est l'article 218 et les matières. Et ceux qui en ont l'initiative sont là. Le président de la République, les parlements, une portion de la population par une pétition de 100 000 signatures. C'est dedans. Parce que, comme a dit madame ici, nous pouvons toujours voir
que les objectifs pour lesquels on a fixé l'opposition, pourquoi on n'a pas réussi à atteindre tel aspect? Pourquoi on n'a pas réussi à atteindre tel autre aspect? Qu'est-ce que nous pouvons modifier dans la Constitution? Qu'est-ce que nous pouvons réviser? C'est prévu dedans. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est une constitution des belligérants. Je voudrais justement les rencontrer là-bas, hein, brièvement, parce que j'ai même suivi mon ancien Premier ministre, Mouzito, parler d'une constitution, hein, je crois provisoire. Hein. Ah, vous étiez dans le gouvernement, Mouzito, provisoire. Et c'est là que je voudrais en même temps rencontrer mon grand frère, l'ambassadeur. Vous savez, quand vous parlez de la Constitution de 64, vous dites qu'on l'a élaborée sans qu'il y ait eu de... Mais la loi fondamentale, c'est elle-même qui a prévu que les Congolais se mettront. Ça, c'était déjà prévu qu'il fallait que les Congolais se mettent et qu'ils élaborent leur propre constitution. C'était déjà prévu dans la loi fondamentale. Ça ne peut pas être une référence quelconque par rapport à ça. Parce que c'est aussi, comme j'ai dit, la valeur symbolique d'une constitution comme un acte fondateur, soit d'un régime qui vient pour signer une rupture avec ce qui était là. C'est des grands professeurs, encore une fois, les livres de Philippe Ardant en parlent. Merci. Alors... Donc, moi, je pense, tel que madame vient de le dire, les besoins pour nous tous, c'est ces soucis où tout le monde dit que la justice n'a pas encore fonctionné. Et la justice n'a pas encore fonctionné parce que c'est la justice, finalement, qui est symbolisée par les balais que porte madame. La congolisation. Parce que vous ne saurez pas les faire. Vous allez les regarder par leur face et commencer à chasser les gens. Toi, tu t'appelles Kambere, va là-bas. C'est la justice que nous devons, nous tous, consolider. Et cette justice-là, c'est qu'il y a encore un avantage dans cette constitution, c'est que les garants de la protection de cette constitution, d'abord le président de la République, vous le savez. Il ne peut pas commencer une campagne de changement alors que c'est lui qui, en réalité, protège cette constitution. Alors, le deuxième, je voudrais terminer par là, parce que nous avons parlé de la justice, c'est la Cour constitutionnelle. 5 secondes, non, bon, vous m'avez appelé pour venir m'amuser ici. Suffisamment parlé, quand même. C'est la Cour constitutionnelle, en réalité, à laquelle il a même été donné des compétences pénales, lorsqu'il y a des infractions graves, comme des infractions de haute trahison. C'est la Cour constitutionnelle. Pourquoi elle ne peut pas prendre une ligne pour dire, voici les matières révisables, parce que j'ai l'impression que chacun va inventer, voici les matières révisables, voici ce qu'on ne peut pas réviser. Merci. C'est clair. Merci, M. Ferdinand. Pourquoi elle s'était... Je vais peut-être revenir là-dessus. Merci, M. Ferdinand. Plus tard, mais son silence là... parce que plus la Cour continuera, comme quand on est allé aux élections à cette ère de cette manière-là, les crises, nous ne saurons jamais les résoudre. Merci. À 64, nous pouvons nous accepter que lorsqu'on rédige la constitution de Loulouabourg, on n'avait pas encore la chance d'avoir une cour qui fonctionnait ici. Non. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que nous parlions. Vous nous invitez toujours. Ne soyez pas un dictateur quand même, s'il vous plaît. Je vous apprends que hier, lundi, le chef de l'État avait reçu les ministres de la Justice et le Conseil suprême supérieur de la magistrature pour essayer un peu de parler, voir ce qu'il faut faire. Alors, je veux revenir. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, vous avez suivi Madame Marie-Josée Foucault, elle a parlé de la renaissance, la combolisation. Vous avez suivi Monsieur Ferdinand Kambere. Est-ce qu'il y a la nécessité de changer la Constitution maintenant? Il semble que les préalables, vous ne l'avez pas encore fait. Les sociales posent problème, l'économie a un problème, le pouvoir d'achat. Toutes ces choses, il faudrait d'abord les régler avant d'aller sur ces terrains très glissants du changement ou la révision de la Constitution. Je crois d'abord qu'il faut commencer par déterminer la nature de ce débat. Ce n'est pas un débat juridique, ce n'est pas un débat philosophique, c'est un débat républicain où chacun dit ce qu'il pense de la Constitution et de la valeur de la Constitution. Et lorsque le professeur dit rien qu'à y penser, on est en rébellion. Ça, vous l'avez dit, rien qu'à y penser. En parlant du chef de l'État, un chef de l'État,
S'il vous plaît, monsieur. Écoutez-vous. Non, mais écoutez-vous. Vous avez dit, rien qu'à y penser, on est déjà en rébellion. Non, on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Par ailleurs, la Constitution n'est pas un dogme. Et le fait qu'on reconnaisse que la souveraineté appartient au peuple et qu'on reconnaît à une portion déterminée de l'opinion la compétence de mettre en jeu et en cause un sujet qu'il estime nécessaire, cela montre que nous pouvons réfléchir, pourquoi pas, à changer la Constitution ou à réviser la Constitution. Quant à se référer à ce qu'a dit le professeur Tantampure, etc., vraiment, excusez-moi, je crois que c'est une des causes de nos malheurs. Nous devons réfléchir d'abord par nous-mêmes. Pas par procuration. Par nous-mêmes. Parce qu'en 64 ans, nous avons appliqué tout ce qu'on nous a amené de l'étranger. Nos enfants sont allés étudier à l'étranger, mais aujourd'hui, nous devons pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Pourquoi donner 5 ans? Pourquoi pas 3 ans? Pourquoi 4 ans? Il faut réfléchir. Ce n'est pas parce que la réflexion dérange qu'elle est inutile. La réflexion qui dérange souvent amène une évolution. Ça, c'est... Et puis, s'agissant de madame, j'ai beaucoup apprécié son exposé, mais elle s'est arrêtée en cours de chemin. Parce que nous ne faisons pas, en politique, on ne fait pas de la réflexion fondamentale. On fait de la réflexion aux fins d'action. Et donc, cet aspect-là, je ne l'ai pas vu. Les actions concrètes, le type, la matrice d'où nous allons avoir à réaliser cela. Il faut que nous puissions réfléchir par nous-mêmes. Parce que les réalités qui sont les nôtres sont différentes. J'ai entendu un ancien Premier ministre dire que, ah, mais vous voyez, l'Amérique, la plus grande démocratie du monde, son président n'a que 4 ans. Et pourquoi nous, 5 est passé à peut-être à 7 ou je ne sais combien? Mais comparaison n'est pas raison. C'est que le ministre, le président de la République des États-Unis doit faire, en gros, on dirait, c'est le management, c'est l'entretien. Mais ici, c'est la construction. C'est la construction. Vous voulez une autoroute d'ici à Lubumbashi. Ça ne vous prend pas 2 ans. Et puis, nous devons cesser de limiter nos réflexions au mandat. Nous devons pouvoir compter sur une projection de 1000 ans pour nous permettre de passer sans encombre les différentes péripéties. La personnalisation des débats politiques. On parle de constitution, on voit telle. On parle de changer telle disposition, on voit telle. Non, nous devons réfléchir. La réflexion doit être rebelle à l'emprisonnement. La réflexion, pour qu'elle soit bien menée, elle doit être rebelle à l'emprisonnement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Les préalables, vous ne l'avez pas encore réalisé. Quel préalable? Les sociales des Congolais, 64 ans après, qui c'est que le pouvoir, madame a dit si, vous avez promis, le peuple d'abord et autres. Tout c'est là, le peuple a faim. Mais pourquoi vous voyez seulement les changements de la Constitution? Du moment que... Non, posez la question comme ça, c'est pas ça le sujet. Le préalable. Quel est ce pays-là qui a réalisé tout avant d'aller plus loin? Vous pensez que les États-Unis, quand le président Kennedy a parlé d'envoyer quelqu'un à la Lune, dans 10 ans, ils avaient résolu tous les problèmes? La pauvreté existe encore aux États-Unis. Parce que ça ne veut rien dire. La pauvreté est individuelle. Un pauvre chez nous, un pauvre
aux États-Unis, ils sont logés à la même enseigne. Donc, s'il faut d'abord remplir tous les préalables, on ne fera rien. Et je voudrais vous rappeler ici les propos d'un professeur, un de nos professeurs de psychologie générale à l'université. La vie, ce n'est pas une déclinaison. La vie, c'est une cohésion, un agencement harmonieux. S'il faut attendre que, parce que le professeur est en train de préparer sa thèse, donc il ne peut plus venir à l'émission, il ne peut même plus manger, parce qu'il y a tant de recherche, il ne fera rien, il mourra en va de faire ce qu'il doit faire. Merci, merci monsieur l'ambassadeur, madame Marie-Josée. 64 ans après, les Congo, avec tout ce que nous avons comme richesse, un pays potentiellement riche, est-ce qu'on peut être aligné parmi les pays pauvres du monde? Est-ce qu'on peut être aligné parmi les pays pauvres du monde? Bon, je pense que... Et la vie du citoyen congolais peut être... c'est quel aujourd'hui? Vous savez, il y a tellement beaucoup à dire. Je vais d'abord réagir par rapport à ce qu'a dit l'ambassadeur quand il a parlé de réflexion par rapport à la congolaisation et qu'il a dit mais quelle est la faisabilité réellement derrière cette réflexion? Mais tout à l'heure, lui-même, il a dit une chose et son contraire. Il a dit au professeur, il ne faut pas nous empêcher de réfléchir. Donc pour nous, c'était une réflexion. On vous bénit déjà, non? On vous bénit déjà pour vous dire que ça va arriver. C'est déjà là, en cours de route, quoi. Oui, parce qu'on dit qu'il faut d'abord une réflexion pour pouvoir poser un acte. Il ne faut pas aller... on se lève un matin et puis après on décide de poser des actes irréfléchis. Donc on a besoin de réfléchir. Et moi je voudrais dire que nous on a eu à réfléchir. Ce n'est pas juste une réflexion qui reste en l'air. Coup termiste. Hein? C'est ça, exactement. Mais nous pouvons trouver une solution. Parce que lorsque j'entends M. Kambere parler, j'entends M. Atundou parler, moi, enfin personnellement, nous l'ANC, on ne se trouve pas dans un combat d'abord de l'opposition, de la majorité, des hommes, tel président ou un autre. Nous, on n'est pas dans ce combat-là. Et c'est important que tout le monde puisse le comprendre. Nous sommes dans un combat ou dans une réflexion pour sortir le peuple congolais de la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça fait des années. Donc, moi, je dis toujours, mettre ça sur le dos d'un seul président ou d'un seul régime, c'est biaisé. Parce que la fin du règne de Mobutu, le peuple congolais ne voulait plus de Mobutu. Okay? C'est Kabila père qu'on n'a pas eu le temps de balayer. Il est parti trop tôt, peut-être. Et il y a eu la fin du règne de Kabila Joseph. Le Congolais n'en voulait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a un nouveau régime. Et ce nouveau régime, selon moi, ou selon la vision de notre parti, c'est ce régime qui doit nous aider à passer à autre chose. Parce que le reste, c'est du déjà vu. Donc c'est un régime de transition. Pour moi, c'est un régime de transition, je l'ai toujours dit. Mais il faut qu'eux-mêmes en prennent conscience que c'est une forme de transition. Mais qu'on comprenne quand je parle d'un régime de transition. Il ne faut pas que le mot soit mal compris. Quand je parle, ça c'est dans ma compréhension, d'un régime de transition, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que moi, je dis que nous devons aller à une renaissance. Tout ce qui se fait depuis la fin du règne de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, pour moi, on est en train de, comment dire, j'ai dit toujours le mot rafistoler, je crois. Donc c'est le mot rafistoler. Donc tout est en train, c'est comme si on est assis sur la chaise, avant d'arriver, vous avez un peu mis une pierre pour qu'on puisse s'asseoir. Le siège est un peu brisé, vous avez mis quelque chose pour le supporter. Le Congo est dans un état comateux. Et il faut qu'à un moment donné, que nous puissions prendre le courage de donner la mort à cet état, parce que si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Ils vont le faire. Nous sommes un pays tellement riche et malheureusement si pauvre par rapport à la population que nous, les politiciens, nous devons nous mettre en accord, nous devons nous asseoir, pas les dialogues qu'on a connus dans le temps là, où il y a un partage de pouvoir entre les gens forts. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle des... Tout à l'heure, l'ambassadeur a dit que la Constitution n'est pas une affaire des juristes ou des politiciens, c'est une affaire des Congolais. Selon nous, dans notre compréhension, parce que tout à l'heure, il voulait savoir de quelle manière on va y arriver. Ben, je vous le dis, on peut y arriver, on peut s'asseoir ensemble, on parlera de dialogue, la cohésion nationale, je vous ai dit ce balai-là, il y a 1000 manières. Moi, je ne sors pas de la Constitution. L'article 222 de la Constitution nous permet de créer de nouvelles structures, de nouvelles institutions d'aide, comment dire, à l'état des droits, ou à la comment ils j'oublie le mot. Enfin, en tout cas, l'article 222 nous permet de créer de nouvelles institutions à travers le Parlement pour nous aider, voilà, justement, à aller vers
une véritable démocratie. Comme ce que Martin Fayol avait proposé au Conseil des réformes institutionnelles. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je parle de... Moi, j'ai pris l'article. Hein. Moi, je ne sors pas de la Constitution. Okay. Parce que pour moi, c'est important, la Constitution, parce que tout part de là. La gestion du pays doit partir de la Constitution, doit partir sur base de textes légaux. Et donc, allez lire l'article 222. Elle nous permet de créer une nouvelle institution. Et pour moi, je propose justement que nous puissions créer cette nouvelle institution-là. Comme à l'époque, on a créé le CNSA d'ailleurs, à l'époque. Mais moi, cette fois-ci, oui, merci M. Kambere de nous lire cet article-là. C'est le point C, je crois, qui nous permet de créer une nouvelle institution. Et à travers cette institution-là, nous pouvons aller rechercher cette cohésion nationale. Ce débat-là dont je parle, pour que nous puissions nous préparer à aller à une nouvelle constitution, aller à un changement de constitution. Mais selon notre compréhension, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire du jour au lendemain. Pour nous, c'est un programme de peut-être 3 ans, hein, on travaille là-dessus, il y a une réflexion, et dans cette commission-là, il faut qu'il y ait de tout le monde, il l'a dit tout à l'heure, Une question directe. les représentants du peuple congolais. Une question directe, madame. Oui. Est-ce cette constitution, elle n'est plus adaptable à nos problèmes? Je vais vous répondre autrement. Selon moi, l'état d'esprit qui a créé cette constitution-là, il l'a dit tout à l'heure, et je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est un état d'esprit qui a dû calmer les ardeurs des hommes forts. Et donc, c'est ça qui a donné naissance à cette constitution-là. Elle n'est peut-être pas mauvaise. Il y a des lois qui sont applicables, qui sont bien. Mais le problème, c'est l'état d'esprit du législateur derrière. C'est tout ce qu'on dit. Donc, on doit interpréter une loi. Quel était l'état d'esprit du législateur? Et moi, je dis quel était l'état d'esprit lorsque on a créé cette constitution-là. Donc, ça n'a pas été fait pour l'intérêt du peuple congolais. Vous voyez, on est dans le désordre en permanence, on la viole matin, midi, soir. Alors, moi, je dis que nous devons aller... Mais l'actuel régime viole cette constitution. Je dis les Congolais de manière générale. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je vous dis pourquoi je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Parce que je ne veux pas qu'on soit dans la polémique. La situation est tellement grave. L'insécurité à l'Est, la misère. Il y a trop de problèmes pour qu'on perde notre temps dans de grands discours intellectuels, alors qu'il y a une réalité qui est là. Le peuple meurt de faim, le peuple, ça ne va pas. Et cela, je le dis bien, depuis la fin du règne de Mobutu. Donc, moi, je voudrais dire au président Félix Tshisekedi, pourquoi voulez-vous ramasser tous les problèmes de tout le monde et croire que en un mandat, vous allez le résoudre? Moi, je ne pense pas. Parce que c'est le problème de Mobutu. La guerre à l'Est a commencé avec Mobutu. Hein. Après, l'AFDEL s'est rajouté là-dedans. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui au président Félix Tshisekedi. Donc, tous les problèmes que connaît le Congo aujourd'hui ne viennent pas seulement de ce régime. C'est ce que moi je pense. Ça vient, je vous ai dit déjà, de la fin du règne de Mobutu. Donc, comment voulez-vous nettoyer cette république, vous seul? C'est pour ça, pour moi, il faut ouvrir la porte. Mais j'ai l'impression que vous voulez laver les chefs de l'État, parce qu'il y a ceux qui pensent que le leadership, gouverner, c'est prévoir. Oui. On ne vient pas apprendre au sommet de l'État. Quand on vient, c'est pour trouver des solutions. Oui, non, mais lui, il a ses solutions, que je ne critique pas. J'ai dit Kabila a eu ses solutions, Mobutu en a eu. Lui, Félix Tshisekedi, il en a aussi. Je ne suis pas contre tout cela. Moi, je ne suis pas dans ce combat-là, opposition-majorité. Moi, je suis dans un combat responsable d'un peuple qui croupit dans la misère. Je dis bien, ce n'est pas depuis Félix Tshisekedi. Du temps de Kabila, c'était là. Du temps de Mobutu, c'était là. Moi, je parle d'une solution qui devrait nous aider tous. Donc, à travers cet article-là, 222, nous pouvons créer cette institution-là où nous pouvons nous asseoir tous les représentants du peuple congolais et discuter d'une nouvelle constitution. Donc, au finish, on y arrivera à une nouvelle constitution. Mais 3 ans plus tard, parce que nous voulons la participation citoyenne, nous voulons que le peuple puisse comprendre de quoi il s'agit. Nous voulons que le peuple puisse saisir cette opportunité de comprendre un peu c'est quoi la politique et quel genre de politique, quel genre de régime nous voulons avoir dans ce pays. Et que le peuple puisse, puisque le peuple congolais aime la politique. Et donc nous voulons lui donner l'occasion, à travers cette période-là, parce que moi je dis la colonisation, c'est aussi un processus. C'est aussi une période. C'est pour ça que j'ai parlé d'une transition et que le président Félix Tshisekedi devrait s'en saisir pour nous conduire tous ensemble. Il ne faut pas dire opposition, majorité, parce qu'en réalité, il n'y a pas une réelle opposition majorité. Moi, je ne la vois pas. Donc, on est dans la politique un peu mélangée. Allons-y dans quelque chose, dans quelque chose de neuf. Et je ne veux pas responsabiliser Tshisekedi, je ne veux pas responsabiliser Kabila, je ne veux pas responsabiliser Mobutu. Je nous responsabilise tous, parce que tous ces politiciens-là sortent de la population. Donc la solution, ça serait les efforts de tout le monde, mais bien sûr, collectivement. Bien sûr, parce que Kabila connaît ses erreurs, Mobutu connaît ses erreurs, Félix connaît ses erreurs, et ils ont du bon aussi chacun. Il n'y a pas que du mal dans chacun d'eux, il y a du bon, il y a du mauvais. Merci. Alors mettons-nous ensemble à travers cette structure-là et réfléchissons pour donner naissance à une nouvelle république. Que vous
proposer une cohésion nationale. Alors, monsieur... Mais j'ai pas honte de le dire, le balai, c'est la cohésion nationale. Merci. Hein, cette unité nous donne une force les contre les autres et pas contre nous-mêmes. Et le régime apparemment n'est pas d'accord avec ça, parce Ça, qu'il n'y a pas un problème profond au pays pour qu'il y ait une cohésion nationale. Alors, monsieur Ferdinand Cambéré, parce que 64 ans après, quand même, nous devons nous affirmer, il semble qu'il y ait un problème de leadership. Hein. Aujourd'hui, même la question de la diplomatie, la question sécuritaire pose problème. Est-ce que ces problèmes est constaté aujourd'hui dans la classe politique congolaise? Il n'y a pas une direction, une vision pour trouver des solutions aux problèmes de l'insécurité et de notre diplomatie. Bon, Delphin, d'abord je fais remarquer que les débats dans lesquels nous sommes va dans tous les sens. Va dans tous les sens parce que dès lors que vous dites, bon, cette constitution n'est pas que l'affaire des juristes, c'est pas que l'affaire des philosophes. Non, mais alors on est dans quoi? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous voulons être un État sans constitution. Lorsqu'on dit ici que non, ça, l'état d'esprit de l'époque où on a rédigé, c'était quel état d'esprit? Tout le monde voulait la réunification du pays, tout le monde voulait qu'il y ait un gouvernement. On dit qu'il y avait les hommes forts, chacun voulait tirer tout le monde voulait les draps de son côté. Les gouvernants qui seront là, cette fois-ci, ce soit dans un état de droit où aucun gouvernant ne sera au-dessus de la loi. Mais ça tourne pas des hommes invisibles, les forces invisibles qui étaient derrière. Ils sont déjà constitution. Ils sont déjà deux contre moi. Et je sais que tu as déjà tendance là à arracher vite la parole. Continuez à parler. Hein, Delphin? Nous voulons quoi? Que la République n'ait plus de constitution, c'est ça. On dit que c'est l'affaire des juristes. C'est depuis quand que c'est l'affaire des juristes? C'est depuis quand? On a fait, madame pense bien en disant qu'il faut encore réfléchir. Mais lui, il ne voit pas les choses dans l'immédiateté. Les gens ont fait ici 6 ans dans la conférence nationale. 6 ans. Chacun avait son idée. Pour l'autre, était dans la conférence, c'était chasser Mobutu tout de suite. Pour chacun, ils étaient là. Il y avait des étrangers là. C'est l'ambassadeur. Dans la conférence nationale souveraine. Je suis en train de regretter une chose. Tous ceux-là qui disent que l'état d'esprit... Donc si vous prenez la constitution des États-Unis d'Amérique qui a fait autant d'années, ceux qui sont là aujourd'hui parce que Trump peut-être va venir ou ça sera Kamala, et lui il va dire l'état d'esprit de l'époque où on lit les textes par rapport aux garanties qui sont données dans les textes. Moi, j'aurais voulu, au moins ici, que l'ambassadeur nous dise. Parce que depuis qu'il a dit qu'ils sont en train de réfléchir, c'est leur droit de réfléchir. Mais qui vous a interdit de réfléchir? Et les éminentes têtes qui sont à l'union sacrée. Et il n'y a pas que des juristes si vous ne voulez pas des juristes. Et il n'y a pas que des philosophes si vous ne voulez pas des philosophes. D'autres peuvent réfléchir, anthropologues et tous les autres. Mais ce qui me fait peur, c'est quand on dit que cette constitution n'est pas la nôtre, c'était des étrangers. Donc on crache sur toutes les intelligences qui étaient ici, au Sénat, pour faire l'avant-projet de cette constitution. Il semble que les gens agissaient par procuration. Est-ce que les gens agissaient par procuration? Les gens n'étaient pas indépendants. Des choses comme ça. Mais professeur, qu'il y a eu une participation citoyenne lorsque on élaborait cette constitution-là? Est-ce qu'il y a eu une participation citoyenne? On parle du souverain qui est le peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais se sent concerné par toutes ces constitutions-là? Aujourd'hui, si vous voyez bien, vous auriez fait œuvre-utile lorsque vous amenez ici, vous, la meilleure proposition, qui serait la plus bonne que ce qui est dedans. Là, je comprendrais. Mais me dire qu'il y avait autant d'experts belges, il y avait autant... Donc, toutes ces commissions qui siégeaient au niveau du Sénat, là, est-ce que c'est simplement dans notre pays qu'il y a des experts qui peuvent participer aux travaux d'un gouvernement et qu'à la fin, c'est le Parlement qui l'endosse? Oh, on l'a soumis au référendum. Et tout ça, on crache dessus. Et jusque-là, Delphin, personne de tous ceux qui sont en train de passer à la télé, je suis en train de les suivre. En dehors de l'argument, c'est une constitution provisoire pour d'autres. C'est une constitution de belligérants. Enfin,
en dehors de ce qu'ils donnent comme argument là. Mais pourquoi nous réfléchissons? J'ai fait référence ici à un professeur, un constitutionnaliste. On dit non, vous réfléchissez, c'est toujours par procuration. Ma femme, la science, vous allez la changer? C'est la science, monsieur le professeur. Mais Sambo nous les parle droits de... constitutionnels. Donc, je voudrais terminer Et Sambo par dit ici. il y a eu 18 étrangers. C'est ce que je dis. Congolais, Étrangers, mais qui viennent comme experts. Est-ce que ce sont les étrangers qui ont voté? Vous voulez dire que lorsque nous prenons la liste de tous ces députés qui étaient dedans, il y a même, je crois, Mouzito qui a parlé des gens qui, ça a été promulgué par quelqu'un qui n'avait pas de légitimité. Mais finalement, même la notion de légitimité, et vous ne voulez pas que les gens se réfèrent à ce qu'on sait en science. La légitimité est définie en science. Et la science est universelle, elle n'est pas étrangère. Alors, si nous n'avons plus les mêmes normes, les mêmes principes, et les mêmes règles, et les mêmes connaissances des sciences, alors à ce moment-là, c'est chacun qui commence à définir. Donc, les mots légitimité, nous n'allons pas nous attendre parce qu'il n'y a pas de référence. Mais quand c'est changé en 2011, il y a eu révision. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas interdit, madame. Non, je pense que cet article-là n'était pas... cet article-là madame, où on a ramené madame, les articles verrouillés. un seul tour. Les articles verrouillés, madame, c'est fait la à cette forme époque-là. républicaine de l'État. Oui. Qu'est-ce qui est verrouillé dans la forme? Ce qu'on a choisi, l'unitarisme, la décentralisation. Un État indivisible, c'est ça la forme qu'on a choisie. Qu'est-ce qui est verrouillé? Les prérogatives données aux provinces et aux ETD. C'est l'article 3. Où il est reconnu à ces provinces-là d'avoir la personnalité juridique, d'avoir une gestion autonome et d'être gérées par des organes locaux. Aujourd'hui, vous voulez commencer à nommer. Et ça, on dit que c'était pour... Ça m'a fait... Nous parlons de quoi, Delphin? Non. Delphin, nous parlons de quoi? Le pouvoir français. Qu'est-ce qu'elle propose? Aujourd'hui, ils veulent qu'on nomme. On n'a jamais vu ça. Ils veulent un mandat de 7 ans. Il y avait même un autre professeur qui avait parlé de Neva. On n'a jamais vu ça. Ce qu'on veut ici, c'est que la valeur, donc la Constitution en tant que système juridique, l'ensemble de ces règles-là, est-ce que tout fonctionne normalement? Est-ce que la population a ses besoins dans les actions du gouvernement? Qu'est-ce qui bloque le gouvernement? C'est ça qui devait nous dire que nous, on est bloqués ici. Merci, mais M. Ferdinand. Quand ils parlent de blocage, c'est quand ils ont fait des années en nommant des informateurs, même là où il ne faut pas les nommer. Merci, M. Ferdinand. Non, il ne faut pas. Il faut amener des arguments qui sont forts. Mais ayez quand même l'État aussi. Je vous ai donné suffisamment le temps, Non. monsieur l'ambassadeur Atundou. S'il vous plaît, je vous ai donné suffisamment le temps, monsieur l'ambassadeur Atundou. Il semble qu'il y ait un problème. Je vous ai donné suffisamment le temps. Il semble qu'il y ait un problème de leadership. La question de l'Est, on en parle. Sous votre régime, les problèmes sont pires. D'abord, je voudrais 2 précisions. Pour madame, je n'ai pas renié la réflexion. Nous faisons une réflexion aux fins d'action. C'est-à-dire que la réflexion existe, mais l'objectif, c'est de proposer quelque chose de concret. Vis-à-vis du professeur, bien entendu, la science est universelle, mais elle n'est pas exclusive. La science n'est pas exclusive. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas lu tel auteur qu'il ne peut pas réfléchir et avoir raison. Donc, je peux dire que la science n'est pas exclusive. Heureusement que M. Delphin a posé le problème en réalité, qui devrait nous intéresser. Parce que comme disent les philosophes, d'abord vivre et puis philosopher. Nous devons d'abord mettre fin à la guerre. Et à cela, nous avons besoin de cette cohésion derrière le chef de guerre. Lorsque vous êtes complaisant vis-à-vis des traîtres à la nation, cela met en mal la cohésion et le leadership. Nous devons aujourd'hui juger tout à l'aune de la loyauté vis-à-vis de la République. Lorsqu'un État étranger a abusé de notre bonne foi ou a fait montre de grande mauvaise foi, de mauvaise foi manifeste, on
ne doit pas le considérer comme un ami. Lorsqu'un fils du pays a trahi son pays, va travailler pour les agresseurs, mais c'est un traître, il n'y a pas d'autre mot. Et l'état de droit doit serrer. Parce que la guerre, ce n'est pas une partie de plaisir, ni un boom comme on disait dans le temps. La guerre, c'est empêcher à l'autre de vous faire du tort. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire en sorte que les gens nous laissent tranquilles réfléchir à nos problèmes comme nous le faisons maintenant. On ne peut pas favoriser qu'un étranger, qu'un fils de ce pays aille rejoindre le Rwanda ou aille rejoindre notre tel pays pour nous attaquer et nous empêcher de réfléchir. Non. Il faut d'abord sauver la réalité ontologique du pays avant de commencer à réfléchir. Ça, c'est un. De deux, ce débat, je dis, c'est un débat républicain. Parce que, comme je crois que vous l'avez fait observer, personne n'a déposé sur la table du juge d'opportunité et de fond un projet quelconque. Personne. C'est seulement, bon, il est comme ça. Si on discutait de ceci, on en discute. Mais qui a pris l'initiative de prendre soit 100 000 signatures et a déjà déposé un projet? Parce que c'est sur ça qu'on vous dit. Il faut qu'ils nous disent si c'est une révision, c'est de tel article, pourquoi, etc. C'est en fonction de cela. Aujourd'hui, c'est un débat républicain. Quand j'ai dit que la Constitution, ce n'est pas une affaire exclusivement des juristes, c'est une affaire qui doit traduire notre personnalité, nos valeurs, nos aspirations, nos appréhensions, nos espérances. Donc, c'est pourquoi je dis, ça c'est, il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir cette capacité de conceptualiser ce que chacun de nous ressent. Alors, les juristes interviennent, disant, bon, voilà, nous avons fait ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça le sens du référendum. Merci. Alors, Madame Marie-Josée, parce que la question de l'Est, on en parle, 60 ans après, il y a toujours des politiciens congolais qui sont prêts à trahir leur pays, à rejoindre la rébellion, à être à la merci de la communauté internationale. On a appris hier qu'il y a un ancien candidat président de la République, il a rejoint le M23, M. Franck Diongo. Est-ce, pensez-vous, que la communauté internationale, elle est hypocrite face à la RDC? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions trouver une paix durable par rapport à ce problème de l'Est? Pour dire que la communauté internationale est hypocrite, bon, vous savez, nous devons comprendre que la gestion d'un pays, c'est une question de responsabilité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est nous les politiciens qui devons le comprendre. Nous sommes dans une situation où le Congo est attaqué. Nous sommes dans une situation où la balkanisation est en route. Et on doit l'accepter, c'est une vérité. Et tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble, c'est pour ça que moi je parle de cette cohésion nationale. Il faut qu'on se mette ensemble. Je pense que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, on doit l'accepter. Qui est présent aujourd'hui? Moi je dis toujours, c'est le président Félix Tshisekedi. Il est là, mettons-nous ensemble parce que nous devons trouver des solutions pour arrêter cette guerre-là. Il n'est pas prêt à fédérer les autres. Mais quand il dit que Kabila il est derrière le M23, oui. Derrière Kabila il y a des gens. Oui, mais il n'y a pas que Kabila ne crée pas un discours quand même de la paix. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas que Kabila dans ce pays. Il y a les Congolais. Parlons des Congolais. Pourquoi parler des hommes? Pourquoi citer les noms des gens? Il n'y a pas que Kabila dans ce pays. Les politiciens, oui, plusieurs sont frustrés. Oui, non, je suis parfaitement d'accord, mais moi je suis contre de ne mettre avant que Kabila ou Félix. Nous aussi, nous sommes là. Pourquoi ne pas dire, ben, Marie-Josée, elle est là, elle a décidé ça, ça, ça. Kabila aussi a géré 18 ans, on a vu aussi sa gestion, c'est bon là. On ne va pas encore revenir dans le passé. Ça, c'est un autre combat politique. Nous parlons d'une préoccupation réelle par rapport au Congo. On est en train de nous voler notre pays.
Alors continuer dans des débats, dans des discussions qui ne nous apporteront rien, je ne pense pas qu'on pourra avancer. On voit les pays parce qu'il y a un leadership faible selon les opposants. Bon, on peut utiliser les mots qu'on veut, il y a à boire et à manger. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne cherchais pas à m'attaquer aux hommes politiques proprement dites. Je ne veux pas ce débat-là. Moi j'ai un débat responsable, il y a un ça ne va pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un ça ne va pas. Et ce ça ne va pas, c'est depuis Mobutu, Kabila, on arrive à Tshisekedi, il y a un ça ne va pas. Alors prenons le courage de nous mettre ensemble. Allons-y, mettons-nous ensemble, réfléchissons. L'urgence, c'est d'arrêter cette guerre-là. L'urgence, c'est de réfléchir, comme je vous ai dit, à une nouvelle... Moi, je veux une nouvelle... Moi, personnellement, je ne parle pas de révision. Moi, je parle d'une nouvelle constitution. C'est mon combat depuis 2018. Il faut changer la constitution. Tôt ou tard, mais pas brutalement, je vous ai dit tout à l'heure. Il faut la... Mais il est libre. Je ne suis pas Ferdinand, moi, je suis Marie-Josée. Okay. Donc, il est libre. Alors, moi, j'ai dit que pour aller à une nouvelle constitution, pour moi, c'est un processus. On ne peut pas aller à une nouvelle constitution du jour au lendemain, parce que pour moi, ce n'est pas la solution. Pour moi, la solution, c'est qu'il faut qu'il y ait une participation citoyenne. Il faut que le Congolais puisse se saisir de cette occasion-là pour que nous puissions redevenir unis. C'est ça que moi, je suis en train de dire. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, le changement de la Constitution, on doit y arriver, parce que je vous ai bien dit que c'est l'état d'esprit qui a donné naissance à cette constitution-là. De la même manière, l'état d'esprit qui avait donné naissance à l'état indépendant du Congo. Pour moi, on est toujours dans la continuité. Nous devons rompre dans ce système-là, parce que cette constitution fait partie du système. Il y a eu beaucoup de mains noires qui étaient derrière cette constitution-là. C'est pour ça, pour moi, elle doit être balayée de toutes les façons, mais pas brutalement. Il faut conscientiser le peuple. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'il y ait cette cohésion nationale. Moi, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, si on se comprend, en se mettant ensemble, justement, on peut parler aussi de cette guerre à l'Est. Il faut qu'elle cesse, cette guerre-là. Mais ça dépend de nous. On est infiltrés, nous tous, on le sait, non? On est infiltrés. Et à un moment donné, il va falloir prendre le courage à deux mains, puisque les infiltrés, les Congolais qui sont là, connaissent les infiltrés. Mais ils se taisent. Ils ne disent rien. Donc, ça prend du courage. Pour faire ce que je suis en train de vous dire, ça prend aussi l'oubli de soi, ça prend l'abnégation. Il faut prendre ce courage-là de dire que nous-mêmes, nous allons tuer ce Congo-là et donner naissance à un nouveau Congo qui va renaître de ses cendres. Moi, c'est de ça que je suis en train de parler. Merci. Alors, nous sommes à la fin. Je vais vous donner une minute. Nous sommes à la fin. J'ai dit bien une minute. Ferdinand Cambéré, 64 ans après, la classe politique congolaise est-elle improductive? Quoi retenir? Quelle est la solution selon vous pour que le Congo redécolle? Delphin, ceux qui nous dirigent doivent être conscients que rien ne va, comme dit madame. Okay. Mais si c'est toujours le genre de discours que je n'entends pas pour la première fois, il y a des traîtres et d'autres qui ne sont pas traîtres, c'est le pouvoir qui est sain, et ainsi de suite, alors que nous attendons des solutions de cette guerre-là. De la manière que cette guerre a commencé, tout le monde sait comment ça a commencé. Et de la manière qu'elle est en train d'être gérée. Hier, c'était des députés qui nous disent il y a un village Kilembe à Walikale et là, les Ouazalendou, ils ont répondu. Où est passée notre armée? Ce genre de discours-là. Delphin. Comme dit madame, nous allons nous perdre le temps dans les réflexions sur la Constitution. Non, celle-ci, elle est étrangère. Nous voulons une nouvelle. Quelle est cette nouvelle que vous voulez nous amener? Elle est où? Parce que même lorsque nous étions encore régis par les pouvoirs coutumiers de l'époque, sans constitution écrite, mais c'était des institutions stables. Pourquoi nous ne pouvons pas les avoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on reproche à cette constitution? J'ai aimé ce que madame a dit. Il faut que la Constitution... C'est la Constitution qui doit rassurer cette participation citoyenne. D'abord, pour le choix des dirigeants, c'est les élections. Les élections étaient passées de la manière que vous connaissez. Est-ce que ça, c'était la faute de la Constitution? La participation citoyenne, c'est quoi? C'est participer aux décisions des pays. Et ça, la Constitution a déjà décliné le pouvoir à 3 niveaux. Et que ça soit dirigé au niveau de Kinshasa, au niveau des provinces et au niveau des ETD. Les anglo-saxons appellent ça les local, government local ou local government. Pourquoi nous n'arrivons pas, nous, à mettre en œuvre ça et nous pensons que balayons cette constitution, dès qu'on aura, on va inventer ce qui n'existe pas ailleurs. C'est plutôt la mise en œuvre dans la faisabilité. Mais l'essentiel a déjà été rédigé. Et je dis bien, encore une fois, je ne dis pas qu'elle est parfaite, il n'y a aucune constitution qui soit parfaite, mais ce qu'on vérifie dans une constitution, c'est d'abord, cette valeur symbolique, la valeur philosophique qu'on lui donne. Maintenant, l'architecture juridique de comment les institutions doivent fonctionner.
comment est organisé le pouvoir à Kinshasa, dans la province, les ETD. Est-ce que les citoyens participent au choix des dirigeants? Est-ce que les citoyens participent aux décisions qui sont prises? Aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qui ne finit pas. Merci. Depuis quand on a demandé à ces régimes de mettre fin à ça et ils ne veulent pas? Est-ce qu'on va dire vraiment que les citoyens là qui sont en train de souffrir, ils ne sont plus dans leur village, ils sont dans le camp, ils meurent chaque jour, qu'ils sont associés aux décisions qui sont prises à Luanda et partout, les AC, ainsi de suite. Merci. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que ça c'est la Constitution ou ce sont les hommes qui sont... Merci, M. Ferdinand. C'est tout ce que vous nous avez disons. dépassé plus d'une minute. Alors, M. l'ambassadeur, allez à tous. C'est moi. Le public est en train de nous suivre. Je vous ai donné 1 minute, mais vous êtes allé au-delà de 2 minutes. Alors, monsieur l'ambassadeur, quoi retenir 64 ans après? Est-ce qu'il faut commencer à se plaindre toujours? Ou soit il faut aller dans la logique de madame, une cohésion, il faut qu'il y ait une renaissance de l'art. Aucune guerre ne peut être gagnée avec 2 chefs. Il faut un chef. Nous avons aujourd'hui un chef, qu'on l'aime pas, c'est Tshisekedi. Et c'est lui qui fait la stratégie. Et quand on parle de cohésion, c'est se mettre autour de lui pour que sa stratégie puisse triompher. Il ne s'agit pas de regarder avec délectation les échecs de notre armée pour dire voilà, ils ne veulent rien, ils ne connaissent rien, mais vous êtes blanc comme neige. Des propos qui ne se limitent qu'aux critiques acerbes, sans proposition réaliste et réalisable. On pourrait dire que c'est un peu du populisme. On pourrait le dire. Donc aujourd'hui, ayons un sursaut patriotique. Nous sommes en guerre. Qui est le chef de guerre? C'était, allez, mettons-nous derrière lui et chassons l'ennemi. Il n'y a pas de compromis ou de raison pour expliquer la trahison. Il n'y a pas de compromis avec la trahison. Tous ces gens-là qui reviennent, qui tuent les nôtres, soi-disant pour chasser le pouvoir démocratiquement élu. Comment on peut être silencieux vis-à-vis de ces gens-là? Moi, en tout cas, nous devons continuer à réfléchir, mais en réfléchissant, nous devons d'abord agir pour que la guerre prenne fin. Merci. Alors, Madame Marie-Josée, il faut que vous étiez candidate à l'élection présidentielle. Quelle serait la meilleure solution? C'est également votre mot de la fin par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Moi, je dis que dans l'homme, il n'y a pas que du mauvais. Il y a du bon, qui qu'il soit. Tout à l'heure, nous avons parlé de nos 5 présidents. Kasavubu, je parle toujours de la bonne gestion, la morale, l'éthique. Retenons cela. Mobutu, la cohésion nationale. Papa Bomoko, Maman Bomoko, Tata Bomoko, Ekolo Bomoko. Kabila père, ne pas trahir le Congo. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu trahison. Il y a des Congolais qui trahissent le Congo et on ne peut pas se taire. C'est grave. 4e président, le président Joseph Kabila. Lui, c'est la passion du Congo. Et c'était quoi vous avez rajouté? Il y avait la passion du Congo et les 5 chantiers. Félix Tshisekedi dit le peuple d'abord. Quand vous mettez toutes ces 5 choses... mais c'est un début. Moi, je ne vais pas entrer dans le combat d'hommes parce qu'il a eu un premier mandat où il y avait 2 têtes au niveau de la gestion du pays. Donc, ça ne devait pas être facile pour lui. J'ai dit que je ne suis pas là pour défendre les uns ou les autres. Moi, je voudrais parler de la préoccupation du peuple congolais qui souffre. Mais j'essaie de faire passer un message tout simplement où j'ai cité les 5 présidents. Chacun avait une grande vision, mais ne pouvait pas être réalisable pour la simple bonne raison que nous sommes dans un système mis en place depuis que nous sommes nés étant indépendants du Congo. Et pour en sortir, c'est cette prise de conscience-là. C'est un processus. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je n'ai pas un problème que ce soit Félix aujourd'hui qui est président ou ça aurait pu être une autre personne ou moi-même. Mais je dis tout simplement que oui, il est président, mais il ne peut pas prendre tout sur lui. Le problème date d'il y a 30 ans au moins, ou même depuis qu'on était né étant indépendant du Congo, le problème. Donc, pour nous, il ne faut pas chercher à résoudre ce problème-là seul. Il y a des gens qui ont de l'expérience, mettons-nous ensemble. Je vous ai dit, à travers cette structure-là, pendant que d'autres sont en train de travailler, continuons cette réflexion-là de manière officielle et que le peuple congolais puisse s'en saisir, que le peuple congolais puisse participer à ce débat-là et qu'il comprenne la raison pour laquelle
au finish, dans la précipitation, nous devons aller à un changement de constitution. Merci. Moi, je crois à ce combat-là pour la renaissance du Congo, quoi. Du Congo avec K. Merci. 64 ans après l'indépendance, 64 ans après l'indépendance, la classe politique congolaise est-elle improductive? Vous avez suivi les têtes bien faites de la République, moi je pense, et tous ils se sont mis d'accord sur la cohésion nationale, l'amour de la patrie. M. Atundu a dit, soyons derrière les chefs de guerre pour que nous puissions d'abord chasser l'ennemi. Espérons que le message est entendu par les dirigeants et aussi par le public. Sur ce plateau, j'étais avec M. Ferdinand Comberet, qui est secrétaire permanent adjoint du PPR des partis chez Joseph Kabila Kabongé. Merci à vous également. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, une personnalité au sein de l'Union sacrée, une bibliothèque pour la nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Madame Marie-Josée Ifoku, intelligence fine de la nation. Il y a une personne qui m'avait dit ça. Présidente de AENC. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à la grande équipe qui m'a accompagné, à mon réalisateur attitré, M. Masunda, et côté régie, Enak, Jimmy, et les autres. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible. Au revoir.